dans l'est de l'Algérie actuelle. Le monde berbère de l'Afrique du Nord ouest n'est ni romanisé, ni christianisé, ce qui va avoir des influences tout à fait considérables dans la suite des événements. Alors cette romanisation est très inégale parce que les Romains vont quadriller la partie qu'ils occupent véritablement, et dans la partie qu'ils occupent véritablement, il ne faudrait pas croire que toute la population berbère devient une population romanisée, pas du tout. La romanisation va toucher essentiellement les populations urbaines. En revanche, la christianisation, qui va se faire essentiellement après la fin, ou dans la phase de grande décadence de l'Empire romain, va toucher les milieux ruraux. Ceci est tout à fait important, parce qu'il y eut une église berbère. Et cette église berbère va s'exercer, va se développer dans le monde rural. Donc, faisons bien attention de ne pas faire de contresens sur cette question. Alors cette église va être profondément divisée par toutes les hérésies que nous connaissons, les crises, le monde berbère chrétien nord-africain est un monde profondément traumatisé à la veille de la conquête arabo-musulmane, toutes les hérésies, l'invasion des Vandales, qui en fait ne concerne que la partie la plus orientale du Maghreb, car les Vandales ne font que passer dans le reste du Maghreb. Les Vandales qui sont acquis à l'hérésie arienne et qui vont profondément détruire tout le maillage catholique de l'actuelle Tunisie, et c'est eux qui vont achever de déromaniser cette partie de l'Afrique. Et les Byzantins vont tenter une reconquête sous Justinien. Ils réussissent cette reconquête, d'ailleurs ils chassent les Vandales qui sont restés un siècle à peu près. Le général Bélisaire, qui est le principal homme de guerre de l'empereur Justinien, débarque à Carthage, et là les Byzantins vont apparaître comme un corps étranger. Ils vont apparaître comme des colonisateurs, et ils vont être en butte à l'hostilité des Berbères. Et les Byzantins ne vont quasiment pas contrôler le monde rural dans la partie orientale de l'actuel Maghreb, donc dans la seule région dans laquelle ils s'installent, c'est la partie la plus orientale de la Tunisie. Et ils vont relever les défenses, ils vont relever une partie des villes romaines, et cette présence byzantine va devenir une présence citadine. C'est eux que les Arabes appelleront les Roumis, les Roms, les Romains. Le nom de Roumi et de Romain désigne, chez les premiers conquérants arabes, les Byzantins. Les Byzantins, les soldats byzantins, les fonctionnaires byzantins. Et cette présence byzantine, qui va être totalement coupée des réalités berbères, ne va pas peser un grand poids lorsque va commencer la conquête arabo-musulmane. Mais effectivement, alors à partir du 7e siècle, à la fin du 7e siècle, c'est l'invasion arabe. Fin du 7e siècle, cette Afrique du Nord est totalement berbère. Elle est à 100% berbère. Il y a quelques dizaines, quelques centaines de Byzantins, il y a quelques descendants de Vandales, tout ce que l'on voudra, mais l'on peut dire que ethniquement, c'est un monde berbère qui n'a pas bougé. Et ce monde berbère va être profondément bouleversé par la conquête islamo-arabe. Nous définirons bien ces deux termes tout à l'heure, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et ce monde berbère est un monde qui va supporter le premier choc dans sa partie la plus orientale, puisque les conquérants qui viennent de prendre le nord de l'Égypte, qui viennent de prendre l'actuelle Libye, donc la Cyrénaïque et la Tripolitaine, arrivent dans le sud de la région de la Tunisie actuelle. Et là, à Sbeitla, l'actuelle ville de Sbeitla, les Byzantins font face. Et les Byzantins sont commandés par l'exarque Grégoire, qui va livrer une piètre bataille. Grégoire n'a pas de cavalerie, quasiment pas de cavalerie, il a des fantassins, et sa force sont les fortifications. Les cavaliers, les Arabes, n'ont pas de fantassins, mais ils ont une cavalerie. Il suffisait que les Byzantins attendent à l'abri de leurs remparts, que le raid passe pour rester maître du terrain. Or, les Arabes vont tendre un piège dans lequel va tomber le chef byzantin. Ils vont faire semblant de reculer à la suite d'un assaut ayant échoué sous les remparts de Sbeitla, et les Byzantins vont penser qu'ils sont en déroute. Ils ouvrent les murailles, les remparts, et ils ouvrent les portes, et ils se précipitent à la poursuite des fuyards. Et là, la cavalerie est dissimulée, fait un mouvement en faux,
qui liquide complètement les Byzantins. Le chef byzantin est tué, sa fille est faite prisonnière, une défaite absolument totale. Mais cette défaite totale n'ouvre pas les portes de l'Afrique du Nord aux Arabes, car les Byzantins sont solidement retranchés dans toutes leurs garnisons. Au bout de quelques mois, les Arabes repartent vers l'Est, plusieurs tentatives ont lieu, et les Byzantins vont petit à petit être battus. Ils vont petit à petit être battus et les Arabes vont agir d'une manière tout à fait judicieuse. Ils vont comprendre que les Byzantins sont des corps étrangers dans cette partie de l'Afrique et qu'il est inutile d'affronter les Byzantins qui sont abrités derrière leurs puissantes murailles. Ils vont les isoler et ils vont s'en prendre aux Berbères. Ils vont essayer d'islamiser les Berbères de façon à isoler les garnisons byzantines au milieu d'un monde qui leur sera hostile. Et là, les Arabes se trompent dans leur analyse, car les Berbères vont résister. Et les Berbères vont farouchement résister, et les Berbères vont présenter un front, pour la première fois uni. Ils vont réussir à s'unir sous un chef qui s'appelle Xeila, qui est probablement originaire de la région des Aurès. Et sous la direction de ce chef Xeila, les Arabes sont repoussés. Ils sont repoussés plusieurs fois. Ils vont même être chassés de leur camp, qui est la ville de Kérouan. En arabe, Kérouan, c'est le camp. Plusieurs fois, Kérouan va être prise, rasée par les Berbères. Les Byzantins vont venir au secours des Berbères, mais ce sont les Berbères qui mènent l'essentiel du combat, jusqu'au moment où les Arabes vont réussir à écraser les Berbères. Ils vont réussir à prendre la ville de Carthage, donc il n'y aura plus pour les Berbères de possibilité d'un appui par une armée dite classique, et petit à petit, ils vont être réduits avec les derniers épisodes de résistance que nous connaissons bien, la Kahina, personnage mythico-légendaire, mythico-historique, on ne sait pas très bien qui elle était, l'on sait où elle est morte à peu près, les dernières résistances berbères. À partir de ce moment-là, nous entrons dans une période que l'on pourrait appeler une période très obscure dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Nous avons 2 siècles à peu près pendant lesquels nous ne savons pas grand-chose. Ce que nous constatons, c'est qu'à la sortie de ces 2 siècles, donc vers l'an 1000, l'islam s'est étendu absolument partout. Il y eut certes des maintiens chrétiens ici ou là, mais ce fut tout à fait anecdotique. On peut dire que le christianisme est évacué de cette partie de l'Afrique du Nord. Il y eut certes des survivances, nous avons des mentions ici ou là, mais ce sont vraiment de tout petites exceptions. Mais le plus important, c'est de voir que autant les Berbères de l'Est de l'Afrique du Nord, de l'Est du Maghreb, c'est-à-dire ceux de l'actuelle Tunisie, et ceux du Constantinois, ont résisté aux Arabes, et ont résisté à l'islamisation, autant les Berbères non romanisés, c'est-à-dire les Berbères de la partie occidentale du Maghreb, et d'abord les Berbères du Maroc, se sont islamisés en quelques années. De quelle manière, nous l'ignorons. Nous sommes là dans un point totalement noir de l'histoire. Ce que nous savons, c'est que au 8e siècle, ils sont islamisés. Quand Idriss arrive d'Arabie et vient s'installer à Volubilis, qu'il va transformer en ville de Walili, les Berbères de la région sont des Berbères totalement islamisés. Et c'est pour cela qu'ils l'accueillent, parce qu'Idriss est un shérif, c'est un descendant du prophète. Alors nous allons, à partir de ce moment-là, avoir affaire à un paradoxe tout à fait étonnant, qui va surtout se manifester au Maroc. Les Berbères marocains, ils font la conquête de l'Espagne. Car ce ne sont pas les Arabes qui ont conquis l'Espagne, ce sont les Berbères islamisés, et principalement les Berbères du Rif. Et contre les Visigoths du royaume visigothique espagnol, se battaient des roux et des blonds avec des yeux bleus et des yeux verts. C'était les Berbères rifins, qui étaient islamisés, qui avaient, pour certaines unités, des commandants arabes, pas toutes, et qui étaient avec leur chef de tribu. Et c'est un monde berbère, rifin, nord-africain, marocain actuel, qui a conquis l'Espagne. L'arabisation ethnique ne va se faire que beaucoup plus tard. Alors là, j'en arrive au cœur du problème, et au cœur de la grande contradiction du monde berbère. Car les Berbères sont, et ce sont des musulmans qui repoussent le fait arabe. Car il faut distinguer 2 choses. Qu'est-ce qu'un arabe? Un arabe, c'est un habitant de l'Arabie. À l'origine, l'islam est une religion née en Arabie. Donc c'est la religion d'une partie des Arabes. Dès la conquête de l'Égypte... Est-ce qu'on peut dire que c'est une religion ethnique?
Au départ, pendant très peu de temps, très peu de temps, pendant 10 ans ou pendant 15 ans, mais la conquête a lieu tout de suite. Dès le moment où les successeurs de Mohammed fondent sur la Perse, fondent sur la Phénicie, fondent sur l'Égypte, et dès ce moment, ils convertissent les conquis. L'islam n'est plus arabe. Mais la langue du culte est l'arabe. Donc les populations qui vont être conquises les unes après les autres demeurent ethniquement ce qu'elles étaient, mais elles vont être culturellement arabisées. C'est ce qui va se passer en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, les Berbères demeurent berbères, mais ils vont être obligés, pour le culte, d'adopter la langue arabe, ou du moins d'adhérer au phénomène culturel arabe. Mais ils vont rester authentiquement berbères. Sauf dans la partie la plus orientale de la Tunisie, où une certaine arabisation se produit, ou sauf dans certains noyaux urbains comme à Fès, Kérouan, Tlemcen, où s'installe une minorité coloniale arabe. Et il va falloir attendre le XIIe, XIIIe et XIVe siècle pour voir un début d'ethnisation arabe de l'Afrique du Nord, avec l'arrivée des 3 grandes tribus, les Beni Solahim, les Beni Hilal et les Mahil. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là. Et ce sont des Berbères qui vont les faire venir. Ce sont des Berbères, ce sont les Almohades. Les Berbères Almohades qui luttent contre leurs rivaux du Caire, et ces rivaux du Caire, pour essayer de reconquérir leur pouvoir, vont envoyer des tribus arabes vers l'ouest. Les Almohades vont battre ces Arabes. Après les avoir battus, ils vont les intégrer dans leur armée. Ils vont les ramener vers l'ouest. Ils vont les installer dans les plaines de la région de Guersif, Oujda, c'est-à-dire dans toute la vallée de la Moulouya. Ils vont les installer dans toute cette région qui mène jusqu'au Tafilalet. Ils vont surtout les faire passer en Espagne. Ils vont les faire passer en Espagne pour le djihad contre la Reconquista. Ce qui fait que c'est à partir de ces périodes que l'on commence à voir une arabisation ethnique de l'Afrique du Nord. Alors, toute la question est de savoir quel était le rapport démographique. Combien étaient les Berbères et combien étaient ces Beni Solahim, Beni Hilal, etc. L'on pense que ces envahisseurs arabes n'étaient pas très nombreux. Ils devaient être entre 150 et 300 000. Alors, 150 et 300 000, si les Berbères sont 10 millions, ça ne compte pas. Si les Berbères sont 3 millions, c'est déjà plus important. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, par les études de la génétique, qui ont été faites toujours par l'UCOT, l'on sait que le fond berbère est quand même excessivement dominant dans toute l'Afrique du Nord, dans tout le Maghreb. Toute l'Afrique du Nord et surtout dans le Maghreb, avec des taux qui sont les mêmes en Algérie et au Mali. Le résultat est qu'aujourd'hui, l'Afrique du Nord est encore très largement berbère. Elle est composée en fait de 3 populations, cette Afrique du Nord. Un vieux fond berbère authentique, qui s'identifie et qui s'affirme berbère, car il est culturellement berbère, car il parle l'une ou l'autre de ces langues berbères. On peut dire que 60% des Marocains, minimum, 60% minimum, sont rattachés à ce groupe. En Algérie, 25% à peu près de la population. En Tunisie, beaucoup moins. Ensuite, une petite minorité d'Arabes. Toute petite minorité. Plus importante en Tunisie, moins importante au Maroc. Une minorité d'Arabes qui ne dépasse pas, si l'on faisait une étude anthropologique, qui ne dépasse pas 15% de la population. Grande masse de la population qui est composée de berbères arabisés qui se croient arabes. Et vous avez aujourd'hui, dans des régions importantes de l'Algérie et du Maroc, des berbères morphotypiquement berbères qui pensent qu'ils sont arabes, qui ont des généalogies qui se rattachent aux tribus arabes conquérantes, Beni Mahil, Beni Solahim et Beni Hilal dont je parlais, et qui pensent qu'ils sont arabes. Donc paradoxe tout à fait étonnant. Il y a 15 jours à Alger, lorsqu'il y a eu cette grande manifestation berbère, et lorsque ces manifestants berbères ont été attaqués par les sicaires du régime en place, au cri de « dehors les berbères, retournez en Kabylie », eh bien, les 9/10 de ces manifestants qui se croyaient arabes étaient des berbères.
des Berbères qui ont perdu leurs racines berbères, et qui pensent qu'ils sont d'origine arabe, mais qui sont des Berbères ethniques, mais qui ne sont pas des Berbères de langue. C'est un phénomène très